Bonjour à tous, ici Mookie de Chandaga et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire quelques annonces. D'abord, cette vidéo va traiter de sujets sensibles tels que la violence domestique, la violence parentale et autres sujets légers. Alors, ce visionnement est à votre discrétion. Si vous n'êtes pas dans un état mental, émotionnel, physiologique de regarder cette vidéo, je vous comprends parfaitement. Deuxièmement, si vous vous souvenez bien, dans la toute première vidéo de Mookie Taben que j'ai fait, j'ai spécifié que vous ne connaîtriez jamais mon opinion, puisque je me basais sur 4 critères que nous connaissons tous maintenant. Et en fait, s'il fallait vraiment que vous ne sachiez jamais mon opinion, il faudrait que nous prenions le livre en question et que nous l'analysions avec des preuves sous un certain angle si on se fie aux études littéraires. Ça m'ennuierait beaucoup de vous faire ça. C'est déjà assez pénible de le faire à l'école, je ne vois pas pourquoi je le ferais sur YouTube. Alors oui, vous avez accès à mon opinion, mais c'est une opinion que je considère quand même nuancée, c'est mon but, la nuance. Tout n'est pas noir ou blanc. Aucun livre n'est foncièrement mauvais ni irréprochable. Et parce que vous avez accès à mon opinion, je tiens à vous avertir, ce sont donc mes 2 dernières annonces. J'ai lu ce livre à travers 2 filtres personnels. C'est-à-dire que, d'un point de vue strictement personnel, je n'aime pas les livres qui se déroulent dans des hôpitaux. Ou partiellement dans des hôpitaux. En fait, ça s'applique aux films et aux séries télé quand une scène se passe dans un hôpital, quand on parle de médecine, ça me met mal à l'aise pour des raisons personnelles que je ne développerai pas ici. Alors, par choix, j'évite généralement les livres ou les films ou les séries télé qui se passent majoritairement dans un hôpital. Et aussi, deuxième filtre, ce mois-ci a été un excellent mois pour la lecture. J'ai lu beaucoup de livres, mais sur les autres plans spirituels, psychologiques, ça va moins bien. Donc, si j'avais pu choisir un autre livre ce mois-ci, je l'aurais fait. Il n'y a pas de morale, c'est tout. Je veux juste que vous sachiez que même si j'ai lu le livre à travers ces 2 filtres-là, ça ne m'empêche pas de le considérer objectivement comme un très bon livre, que je vous recommande chaudement. Sans plus tarder, je vous présente la demande spéciale de l'une de nos abonnées, 15 Lucian. 15 Lucian. I never had to say your names. I hope I didn't butcher it. Okay, so, elle a demandé que je consacre un épisode de Mookie Taben à Trail of Broken Wings par Sejal Badani. C'est un livre de 370 pages, assez épais, c'est une bonne brique, qui a été publié en 2015. C'est l'histoire de Marin, Trisha et Sonia, qui sont 3 sœurs, qui sont aussi des immigrantes de première et de deuxième génération. Marin, Trisha et leurs parents vivent en Californie et à San Francisco, alors que Sonia a quitté la maison pour des raisons évidentes dès la fin de sa graduation. Mais les 3 sœurs sont amenées à se réunir lorsque leur père, Brent, tombe dans un coma dont personne ne connaît l'origine. Elles doivent venir en aide à leur mère Rani et surtout décider du sort de leur père. Cependant, sous des dehors de familles aimantes et qui veulent prendre soin du patriarche, Marin, Trisha, Sonia et Rani cachent un bien lourd passé. En effet, Brent avait l'habitude de battre Rani, Sonia et Marin. Par la force des choses, les 3 sœurs sont amenées à faire face à un passé qu'elles ont refoulé, qu'elles ont refusé d'assumer pour mieux guérir et envisager l'avenir. Autant leur avenir propre que l'avenir de leurs enfants et futurs enfants. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le style, pour une fois. Il est assez ordinaire, j'oserais dire. Cependant, ce que j'aime beaucoup dans le style de Badani, c'est son utilisation du silence, du non-dit. Elle a vraiment un don pour le suspense qu'on ne retrouvait pas par exemple chez Nisha Sharma le mois dernier. C'est un roman choral, c'est-à-dire un roman à 4 voix. On a accès à la focalisation interne de Trisha et de Sonia à la première personne du singulier et de Rani et de Marin à la 3e personne du singulier. Ce que j'ai trouvé assez mêlant au début. Surtout parce que j'avais du mal à différencier qui était l'aîné, qui était la benjamine, etc. Mais à un moment donné, ça se place. Mais je ne comprends pas pourquoi l'auteur n'a pas choisi
4 personnes qui se seraient exprimées à la première personne ou 4 personnes qui se seraient exprimées à la troisième personne, puisque de toute façon on n'avait accès qu'à leur vision à eux dans tous les chapitres. Un peu comme dans When Dimple Met Rishi, chaque chapitre est consacré à une personne différente, mais on n'a jamais de narrateur omniscient. Mais somme toute, c'est un style assez efficace, mais ce n'est pas la grande force de Badani. Leur développement psychologique, c'est du bijou. Et je vais parler de tous les personnages individuellement, mais en fait, les 3 sœurs et leur mère forment une unité, elles forment chacune une conséquence des abus psychologiques et physiques orchestrés par une personne proche, un être cher, un père, un mari. Alors même si je parle d'elles individuellement, je ne les oublie pas en tant qu'unité. Nous commençons donc avec Sonia. Sonia, c'est la Benjamin. Elle n'était pas désirée à la naissance, elle a failli se faire avorter, ce qui pèse beaucoup sur sa conscience et sur sa vie. Et c'est aussi une photographe très réputée. Elle prétend que sa profession l'a choisie et non qu'elle a choisi sa profession. Sa relation avec David, le médecin traitant de son père, est parfaite. J'ai tout de suite accroché. Leur relation en fait s'est développée très naturellement, un peu comme dans la vraie vie ou comme dans un film d'auteur. C'est ça que je peux comparer le livre, un film d'auteur. Je pense que ça va avec sa personnalité, mais c'est elle qui est allée chercher le plus d'aide. Elle a vu des thérapeutes, elle a beaucoup lu sur la violence domestique, mais elle ne mérite pas le bonheur selon elle. En fait, puisqu'elle a failli se faire avorter, c'est un peu logique. Mais quand même, j'ai trouvé que la sauce s'étirait. Je vais revenir là-dessus, mais même si ce roman est très bien écrit et qu'il prend tout son temps pour développer, à un moment donné, il y avait un niveau de saturation du dramatique. Trisha, c'est celle à laquelle je me suis le plus identifiée. Comme elle, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses, et c'est encore plus frappant de la voir si positive et aussi enjouée quand c'est elle qui a eu la cicatrice la plus profonde. Mais quand la grande révélation à son sujet a été révélée, c'est sûr j'ai eu la compassion pour elle, c'est horrible ce qui lui est arrivé, mais il y avait déjà tellement de drame que j'étais saturée au moment de sa révélation. Alors j'ai pas pu autant m'accrocher à son histoire que je l'aurais voulu. Marine, c'est celle à laquelle je me suis le moins identifiée, c'est l'aînée de la fratrie, Trisha et la cadette. En fait, c'est celle qui ressemble le plus psychologiquement à son père, alors que Trisha est celle qui ressemble le plus physiquement à son père. Et Marine, au fond, est obsédée par les apparences. Elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle fait à sa fille, même si elle veut être un meilleur parent que son père. Même si elle veut donner à sa fille tout ce qu'elle n'a pas pu avoir, ça ne veut pas dire que tout est rose dans leur relation. En fait, chaque personnage, chaque sœur a un blocage psychologique profond à cause de leur enfance vraiment horrible, et ça se reflète dans toutes leurs relations. C'est tellement bien développé, oh my god. Plus j'en parle, plus je me rends compte à quel point ce livre est bon, même si j'aurais aimé en parler dans un meilleur état d'esprit. Marine était la plus froide, celle qui était le moins en contact avec ses émotions. En fait, Marine fait une bonne méchante, si j'ose dire, parce qu'elle est tellement convaincue qu'elle fait quelque chose de bien pour sa fille que ça en devient malsain. Moi, j'avais pas forcément de sympathie pour elle, mais en même temps, si j'étais mère, si j'étais à sa place, je serais moi aussi extrêmement protectrice. Alors, encore une fois, développement de personnage, waouh, mind blown. Puis, grâce à ses relations avec sa fille, Gia, et à tout ce qui arrive à Gia, Marine a beaucoup de place dans l'histoire. Gia, c'est sa fille adolescente dont on s'aperçoit qu'elle a des bleus sur le corps et on ne sait pas d'où ça vient. Et elle ne veut pas en parler. Et plus ses parents veulent découvrir qu'est-ce qui se passe, plus elle ment. Et peut-être parce que j'avais son âge il y a pas si longtemps, j'ai trouvé ses motivations, j'ose pas dire stupides parce que c'est un gros jugement de valeur et peut-être que si j'avais été dans sa situation, j'aurais réagi comme elle, mais je pense que si elle s'était dit « je vais faire chier ma mère en faisant exactement le contraire de ce qu'elle veut », ça aurait eu beaucoup plus d'impact parce que leur relation est tellement chaotique, ça aurait été beaucoup mieux justifié que les raisons qu'elle donne à Marine. En fait, il manquait la voix de Gia dans le roman choral, et j'ai trouvé ça dommage parce que là on aurait vraiment eu accès à sa psychologie, pourquoi elle fait ça, mais là parce qu'on avait le regard extérieur, on avait le regard de sa mère, ça passait vraiment comme un caprice, et ça me tombait sur les nerfs. Bien sûr,
Je ne dis pas qu'elle n'est pas une victime, je ne dis pas qu'elle a mérité ce qui lui arrive, mais quand tu viens d'un milieu protégé, quand tes parents que tu aimes veulent absolument t'aider, ton premier réflexe n'est-il pas justement d'aller les voir quand il y a un problème? Je pense que si sa relation avait été autre ou si elle avait eu un autre développement psychologique ou tout simplement si on avait eu accès à sa mentalité, on aurait eu une meilleure perspective sur tout le drame parce que, encore une fois, à un moment donné, il y a une saturation. Rani, la 4e voix du roman choral, c'est la mère de Trisha, Marine et Sonia. J'ai aimé que, même si elle était une femme traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle portait le Mangal Sutra, qui est un collier sacré dans l'hindouisme, pour la protection du mari, je pense. Et elle n'a pas beaucoup d'éducation, mais elle est assez lucide, elle est assez intelligente, elle est assez rusée pour essayer de se sortir de sa situation. Oui, ses choix sont extrêmement condamnables, elle laissait son mari battre ses filles. C'est un choix qui doit être absolument horrible. Et j'ai aussi aimé que, même si elle le regrette, même si elle s'excuse, il lui faut trouver d'autres moyens de se racheter auprès de ses filles. Je vais revenir plus tard dans les idées, mais la notion du pardon dans ce roman est complètement remise en question. Les hommes, c'est-à-dire Raj, le mari de Marine, David, l'intérêt amoureux de Sonia, et Eric, le mari de Trisha, je trouvais que c'était des bons pendants masculins. Ils n'étaient pas décrits comme des monstres, ils n'avaient pas un rôle tertiaire. Ils complétaient bien chacune de leurs partenaires et chacune des relations était superbement développée. Encore une fois, grande force de Badani. Et cela sans oublier Brent, mais je déteste Brent, je l'haïs pour mourir. Je me fous qu'il ait pris soin de ses filles au début, tout le long du roman. Tu veux qu'il crève. J'aime qu'il soit hors d'état de nuire, mais que son ombre reste présente dans tout le roman. À chaque nouveau chapitre, j'avais peur qu'éventuellement il se réveille et que de nouveaux problèmes surgissent, parce que son ombre est tellement menaçante sans même qu'il puisse parler ou ouvrir les yeux ou même respirer par lui-même. C'était incroyable et ça donne un très très bon suspense. Si vous voulez faire des parallèles avec d'autres œuvres littéraires, je dirais que c'est à peu près la même dynamique que dans Rebecca de Daphné du Maurier, si vous l'avez lu. C'est un suspense superbe. J'ai adoré que Badani alterne les souvenirs de chaque personnage avec leur situation actuelle, ce qui a aidé l'ombre menaçante de Brent, mais j'ai trouvé qu'il y aurait pu avoir un point de rupture plus tôt, c'est-à-dire chaque sœur et leur mère et Gia ont chacune une crise, un point de rupture finalement, et je trouve que chaque point de rupture aurait pu arriver un peu plus tôt parce que c'est extrêmement essoufflant à lire. C'est une lecture très très lourde, il faut être dans le bon état d'esprit pour la lire, et même après qu'elles aient eu leur crise, la lumière du tunnel prend beaucoup de temps à arriver, et je comprends que on peut pas guérir de ça du jour au lendemain, ça se fait pas en un claquement de doigts, mais il y a aucun comic relief, vous riez jamais, c'est essoufflant à lire, mais ça en vaut entièrement la peine. Je tiens à vous le signaler, si vous avez un livre à lire dans tout Moki Taben, en plus de A Crown of Wishes, lisez ce livre-là. Ne serait-ce que pour le développement des personnages et les thèmes qu'il traite. La violence domestique, naturellement, prend beaucoup de place dans le roman. Cette violence est décrite sous tous ses aspects, autant psychologiques que physiques. Quand Brent la battait, Sonia manquait perdre connaissance. On voit aussi toutes les conséquences indirectes d'une telle violence, comme l'autodestruction, le refoulement, la fuite en avant, la misanthropie et l'insécurité, et aussi le danger de répéter le même cycle que le parent qui battait l'enfant. Et cette idée de violence est en lien avec le thème du pardon. Ce roman prouve à quel point juste un pardon ou un excuse-moi ne suffit pas dans une situation aussi grave et aussi complexe. Brent n'est pas dépeint entièrement comme un monstre, parce que il s'excuse, il pleure à chaque fois qu'il bat ses filles et sa femme, mais il n'arrête jamais. Et Rani, de son côté, c'est celle qui va vraiment chercher la rédemption, qui veut vraiment que son pardon compte pour quelque chose. Elle veut que ses filles comprennent à quel point elle les aime et à quel point elle regrette de leur avoir donné un tel père. Et c'est pour ça qu'elle pose plusieurs actions pour ses filles. En fait, considérant que Badani est une ancienne avocate, je ne serais même pas surprise
d'apprendre que c'est tiré d'une expérience personnelle. Peut-être que c'est le cas de plusieurs poursuites. En tout cas, il y a une recherche exhaustive. En bref, on sent tout le réalisme de la situation et c'est peut-être pour ça que c'est aussi difficile à lire, du moins pour moi, petite nature que je suis. Il y a aussi la passion comme très grand thème de l'histoire. La passion de Sonia pour la photographie notamment. Elle est engagée à un certain point par l'hôpital pour faire de la photographie thérapeutique. Ça a donné des beaux moments très touchants. En fait, tous les personnages évoluent hors de l'intrigue. Les sœurs essaient de se définir autrement que par le fait qu'elles ont été battues dans leur enfance, ce que je trouve très courageux de la part de ces personnages. Il y a aussi la métaphore des ailes brisées. C'est mentionné 2 fois dans le roman, d'où le titre Trail of Broken Wings. Une fois, Trisha et Sonia trouvent un oiseau blessé qui a une aile fracturée et elles le soignent et lui font un nid pour que l'oiseau puisse guérir. Ce qui, je trouve, était une belle métaphore pour symboliser que elle aussi pouvait guérir éventuellement, même s'elle n'était pas encore sur le chemin de la guérison à ce moment-là. Et à un moment donné, je pense que c'est Sonia qui exprime une métaphore sur les ailes brisées. C'est un beau thème, c'est une belle idée qui ponctue le roman sans être omniprésente. Mookie au montage ici, j'ai complètement oublié de parler du thème de l'idée de la famille, qui est pourtant omniprésent dans le roman. Donc nous avons naturellement les 3 sœurs, leur mère et leur fille, petite fille et nièce Gia, qui forment un noyau très solide. Trisha et Eric qui essaient d'avoir un enfant. Eric rêve d'avoir une famille à lui puisqu'il est orphelin, donc il ne connaît pas ses parents biologiques. Et Trisha, de son côté, n'ose pas le lui dire, mais elle ne pense pas que une famille biologique soit la réponse à tous les maux à cause de son expérience personnelle. Et Marine, elle, cherche à avoir la famille parfaite, les moments parfaits. Comme je l'ai dit, c'est un personnage qui se fie beaucoup aux apparences, qui mise beaucoup sur son apparence, alors c'est normal que sa famille rentre dans ce cadre-là au détriment de sa relation avec sa fille et de sa relation avec son mari et de la santé mentale et psychologique de sa fille, finalement. Comme d'habitude, la nourriture, spécialement Gujarati, et les vêtements, certains événements comme Diwali et Navratri, aussi beaucoup d'éléments de la culture hindoue comme la réincarnation, des interrogations spirituelles comme est-ce que l'enfer existe, est-ce qu'on est puni pour nos péchés. Il est aussi question à un moment donné du sati, qui est le sacrifice d'une veuve sur le bûcher de son mari. En fait, c'est le roman le plus exhaustif sur la culture indienne au quotidien que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Et je trouve que ça ferait un très beau film indépendant. Si vous êtes victime d'abus, de violence, vous n'avez rien fait pour le mériter, vous ne le méritez pas, que ce soit votre amoureux, votre mari, votre père, n'importe qui est proche de vous et qui vous fait du mal, peu importe vos liens de sang ou vos liens affectifs, appelez la police, confiez-vous à quelqu'un, fuyez. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'affection, ce n'est pas une leçon. La violence ne peut pas être justifiée. Si vous êtes témoin de violence, réagissez, appelez la police, assurez-vous que la victime est en sécurité. C'est notre devoir de citoyens et de citoyennes de protéger les personnes vulnérables, les femmes, les hommes et surtout les enfants. Sur ce, c'était le 8e épisode de Mookie Taben. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui était, ma foi, beaucoup plus lourd, mais je dirais que c'est un mal nécessaire. Merci encore à 15 Luthien. Again, sorry for butchering your name. Thank you for your recommendation. I really appreciate it. Et j'espère que vous suivrez son exemple et que vous me suggérerez d'autres lectures. N'oubliez pas que nous sommes sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Nous avons aussi un compte Bolyshake et un blog de traduction. C'était Mookie de Chandaga et à très bientôt.